Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. Aujourd'hui une thématique très importante encore, le vrai coût caché de l'investissement Pokémon. En effet, je trouve qu'on ne dit pas assez ces choses-là sur le marché de manière générale, on parle que des aspects positifs, des rendements potentiels qui sont quand même extrêmement importants, mais il faut prendre en compte qu'il y a quand même des coûts cachés, des coûts auxquels on n'aurait pas pensé de base. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo en détail. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, histoire qu'on fasse grossir cette communauté qu'on est en train de développer ensemble et qu'on puisse échanger le plus possible autour de cette thématique, mais autour aussi de prochaines thématiques qui arrivent d'ici peu. Nous sommes donc partis pour la découverte de ce thème. Déjà, il faut commencer par le commencement. Pourquoi il y a tant d'engouement sur le marché Pokémon en ce moment. En ce moment, mais il y a quand même déjà un petit moment, bien sûr, que le marché Pokémon est en pleine évolution, en pleine croissance, même une croissance qu'on pourrait quasiment qualifier d'exponentielle au vu de certains prix records au niveau des items. Donc déjà, il y a des promesses qui sont alléchantes, bien sûr, sur ce marché, comparé à d'autres. Il y a des rendements qui sont tout simplement extraordinaires, qu'on ne trouverait nulle part dans des marchés classiques et traditionnels. C'est surtout ça qui va attirer pas mal de personnes. Bien sûr, il y a à la fois aussi, pour certains et même pour la majorité des cas, une partie de passion, mais aussi une partie de profit. Donc les 2 P, comme j'aime bien les appeler, c'est mélanger à la fois sa passion, mais en même temps l'investissement, et donc pouvoir faire du bénéfice grâce à sa passion, et avancer aussi avec son capital, etc. Donc des super rendements, donc boostés de plus en plus par l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché, mais aussi par des collectionneurs qui sont prêts à mettre le prix sur certains articles. Donc ces collectionneurs-là, ils ont tous une passion commune qui est les cartes Pokémon, et pour certains, ils financent même cette passion par le profit de certains items. Donc en fait, c'est un cercle qui est totalement vertueux. Et c'est un marché, comme je vous le disais, qui est en totale croissance depuis maintenant quand même 1 ou 2 ans. Le marché ne cesse de croître et on voit de nouveaux acteurs, que ça soit donc au niveau pro, que ça soit au niveau de la communauté. Il y a beaucoup plus de personnes et c'est bien aussi et c'est bon de le souligner. Et c'est là où c'est important, on a les frais d'achat initiaux. Et ça, c'est très 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 important. Donc bien sûr, ces frais d'achat initiaux vont dépendre de là où vous achetez directement votre produit. Si je vous prends un exemple totalement classique, totalement simple, etc. On a donc une ETB qu'on va acheter par exemple à la Fnac. Bon, dessus on va payer la TVA, mais ça c'est normal et logique pour tout consommateur. Donc là, on n'aura pas de frais cachés, frais spécifiques qui vont venir gonfler en fait cette note. Donc déjà par contre, il y a une chose qui joue énormément, c'est comme je vous l'ai dit, on est dans un marché qui est en pleine expansion, en pleine croissance, donc on a des prix qui sont gonflés par la hype et la spéculation de manière générale. On le voit, parce que déjà donc le prix de nos fameuses ETB ont augmenté, le prix des displays ont augmenté, et donc Poké Company sait très bien qu'ils peuvent tirer plus de profit, et donc ils n'hésitent pas à le faire sans scrupule. C'est assez quand même fou, mais ça leur permet eux de faire un peu plus de sous aussi de leur côté. Et donc comme les prix sont gonflés, ça fait gonfler la hype aussi derrière, parce que les prix sont déjà plus importants à l'achat, et petit à petit, ça fait une sorte de roulement. Ensuite, on a les frais internationaux, en fonction de si vous commandez sur des sites en ligne, sur potentiellement des boutiques, vous avez aussi potentiellement des marchés là où vous voulez faire votre grading, etc., etc. Il faut prendre en compte que vous pouvez avoir des douanes qui sont appliquées, de la TVA et des frais de port qui sont aussi cachés de temps en temps. Par rapport à tout ça, bien sûr, on peut avoir cette pensée qui est liée aux frais en fait au final, parce que on a un cycle de marché, comme j'ai pu le décrire sur une vidéo il y a peu aussi. On a un risque d'achat aussi au sommet du pic, au sommet en fait du marché de manière générale. Est-ce qu'on n'achète pas au mauvais moment? Est-ce qu'on se place pas au mauvais moment en fait sur ce marché? Est-ce qu'on n'arrive pas pile lorsque en fait le marché est à son pic, et quoi qu'on fasse, en fait le marché redescendra derrière. Voilà, là on arrive sur une autre thématique, quelque chose d'important, éminemment important même, parce que on parle quand même du grading comme étant la possibilité de faire des multiplicateurs, très importants très rapidement, notamment donc sur des cartes. Et là donc on parle du grading, et donc comme quoi c'est coûteux et c'est aussi risqué, et il faut quand même le prendre en compte. Faut pas penser que tout ce que vous allez envoyer au grading va ressortir PSA 10 et ça vous permettre de faire x10, x12 sur tous vos achats. Alors déjà pour commencer, une première barrière à l'entrée, un premier coût supplémentaire lorsque vous voulez faire grader votre carte, comme vous l'imaginez, ce n'est pas gratuit, il y a un coût minimum par carte et pour une gradation qui est standard. Donc ça c'est en fonction bien sûr de chaque acteur du marché. J'ai pu voir il y a peu que
PCA est noté notamment lorsque vous faites une recherche sur Google en France comme la meilleure société de gradation à ce moment-là. Ensuite au niveau international on a PSA et normalement j'aurais sorti en plus ma vidéo sur les sociétés de gradation et j'en ai une déjà qui est sortie. Donc ça c'est très important, il faut choisir en fonction de ce qu'on souhaite faire. Chacune a une spécificité en fait. Ensuite on a potentiellement des mois d'attente derrière. Pour les services économiques c'est super compliqué parce qu'en vrai ils reçoivent des dizaines et des dizaines, mais ce n'est des centaines et des milliers de cartes par jour. Donc en fait ils font par ordre d'arrivée. Et parfois, vous attendez des plombes, pour certains jusqu'à 8 à 9 mois, pour recevoir en fait votre carte gradée. Et aussi, il faut savoir que, comme je vous le disais au début, c'est pas parce que vous envoyez votre carte à la gradation qu'elle va revenir avec une bonne note et que vous allez pouvoir faire un multiplicateur. Il y a potentiellement aussi une perte de valeur. Déjà, vous avez dépensé des sous pour l'envoyer, vous avez perdu du temps parce que vous avez plus cette marchandise sous la main, donc si vous vouliez la vendre, ce n'était pas possible. Et en plus, si elle revient avec une mauvaise note, vous aurez perdu de la valeur sur la carte. Donc en fait, si la note est inférieure à nos attentes, on perd de l'argent, on a perdu du temps, et ça par contre, c'est très préjudiciable pour la suite. Ensuite, j'en parle très régulièrement, le stockage, la protection, c'est des choses qui doivent devenir automatiques, que ce soit pour les collectionneurs, pour les investisseurs, c'est vraiment quelque chose qui doit devenir automatique pour tout le monde. Il faut protéger ses cartes, du SIF, du top loader, il faut protéger ses boîtes spéciales aussi, c'est très important. On a de l'acrylique, on a des protections plastiques. J'espère, d'ici peu de temps, pouvoir vous proposer un super code promo sur une boutique que j'utilise de manière assez régulière pour acheter notamment mes protections de display, protections d'ETB, etc. Et qui est vraiment super, ça coûte pas grand chose, ça permet de protéger de manière efficace et comme ça on est quand même prémuni de toute problématique de trous dans les scellages ou autre. L'environnement aussi très important, contrôler l'humidité et la température. Il faut éviter de mettre ça dans des endroits où il fait trop chaud ou trop froid, ça risque de tout craqueler, de défoncer votre item, de faire gondoler les boosters, d'avoir de l'humidité qui rentre à l'intérieur des boosters, et la température aussi, très important. Et enfin la sécurité, il faut pas hésiter à potentiellement, en fonction de votre stock, investir dans un box spécifique, donc qui est assuré avec des assurances très spécifiques dessus, contre par exemple d'une inondation, du feu, etc. C'est très important, et ça vous pouvez le faire, c'est vraiment pas compliqué, ou si vous avez un box familial, n'hésitez pas aussi à mettre dedans potentiellement. Ça, il faut vraiment le prendre en compte. La sécurité est très importante sur ce genre d'item. Ensuite, on a aussi bien sûr un risque de perte de valeur en soi des produits qu'on a pris. On a donc une fluctuation qui peut être imprévisible et qui l'est d'autant plus actuellement parce qu'on est dans un marché haussier et donc on est dans un marché qui est très spéculatif. Donc on a des écarts de prix, des évolutions de prix qui sont extrêmement rapides et assez complexes de manière générale à déterminer et à anticiper. Donc ça peut être lié aussi bien sûr aux crises économiques, aux modes passagères, etc. On voit aussi que comme l'économie française de manière générale, européenne aussi ne va pas extrêmement bien, les gens ont moins de sous aussi à mettre là-dedans. On a aussi des surimpressions et donc ça joue énormément. On a aussi des réimpressions que je n'ai pas mis et qui sont liées aussi aux surimpressions. C'est qu'on peut avoir des reprints directement des séries qui vous fait perdre une valeur folle sur la série. Bon après si vous avez investi sur certains items, normalement il n'y a pas trop de soucis, mais ça joue. Et enfin donc il y a l'effet influenceur. Il peut y avoir des hausses temporaires incroyables de 10, 15, 20, 30% en une semaine parce qu'un influenceur a fait telle ou telle vidéo sur tel ou tel item, sur telle ou telle série, et donc ça a pris, tout le monde s'est mis à vouloir cette série, à vouloir cet item, et donc au final les prix s'envolent. Ensuite il peut y avoir aussi des difficultés liées à la revente, et à ce moment-là ça peut en plus vous enchaîner et entraîner des coûts. On a les commissions des plateformes, eBay, Cardmarket, etc. prennent une commission 10, 15%, ça dépend. Parfois il y a aussi bien sûr des moments où ils prennent rien, il y a StockX aussi qui vous pouvez vendre vos cartes, etc. Ça c'est encore un coût supplémentaire. La logistique, emballage, assurance, traçabilité lorsque vous envoyez vos colis, etc. c'est extrêmement important. Et l'emballage ça peut coûter quand même un petit billet au bout d'un moment, l'assurance aussi, et la traçabilité aussi pour votre client, ça c'est très important. Les litiges, les retours abusifs, il y en a de plus en plus sur Vinted, etc. C'est sur eBay aussi, c'est très compliqué, les gens se plaignent pour un rien, pour un tout petit trou dans une ETB, etc. Les gens pensent acheter du plus que neuf carrément maintenant. Donc ça c'est important à prendre en compte, et c'est aussi du temps. C'est du temps derrière de votre côté alloué pour régler tous ces problèmes. Et des dommages en transit, ça arrive aussi de temps à autre. Et aussi bien sûr ce fameux temps. Donc c'est le temps et la charge mentale que ça prend au fur et à mesure. Donc une recherche constante, etc. Les heures de veille, les comparaisons, ça crée aussi potentiellement un stress. Ça vous prend du temps sur vos heures de sommeil, potentiellement vos heures de loisirs, même si ça peut être un
loisir, ce qui est le cas dans mon cas. Donc ça, c'est quand même important. Mais vous avez peur de l'arnaque ou de la dévaluation potentiellement des articles. Vous avez bien sûr le FOMO qui rentre directement en ligne de compte. Vous prenez des décisions beaucoup trop impulsives, vous prenez pas de recul. Donc au final, vous perdez énormément de sous. Et ça entraîne du stress, etc. Donc là, j'ai des petits conseils pratiques pour vous. Donc déjà, il faut pas hésiter à commencer modestement, petit à petit, tester le marché avant d'investir de manière plus importante. Ça vous permet en fait d'engranger l'expérience et d'éviter de tomber dans des pièges trop simplistes, on va dire. Il faut se former, vraiment, il faut essayer de comprendre les cycles et les tendances historiques du marché Pokémon parce qu'on commence quand même à avoir un sacré recul vu le nombre d'années et donc vous allez pouvoir un peu mieux anticiper la chose. Investissez dans la protection, franchement, il faut surtout pas négliger l'investissement dans les protections de vos boosters, de vos cartes gradées, de vos objets scellés, etc., etc. Ça, c'est vraiment un poste de dépense qui est très important. Et enfin, il faut se diversifier. Il faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Le but, c'est d'avoir une rentabilité constante et croissante. Donc, il faut pouvoir investir un petit peu, pas à droite à gauche non plus dans tous les sens, mais dans plusieurs choses. Et donc, la petite question pour vous, donc quel coup caché vous aura le plus surpris si vous n'aviez pas potentiellement pensé à celui-là? Et n'hésitez pas bien sûr à partager votre expérience dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter, à liker, commenter et bien sûr à vous abonner à cette chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très vite.